Merci de nous rejoindre dans cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Pape Kabo, analyste politique, Marcel Effon, coach motivateur, fondateur d'Impact Plus, Alfred Tchongo, éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. Place à notre Zoom Culture et Société consacré aujourd'hui au lancement en Tunisie d'un observatoire du patrimoine culturel. La Tunisie se dote donc d'un observatoire du patrimoine culturel. C'est le fruit d'un long travail de jeunes lanceurs d'alerte formés aux techniques de recensement du patrimoine culturel menacé, vous le savez, ces dernières années sur le territoire tunisien. Aïssatou Diamanka Besland. Un observatoire du patrimoine culturel a été lancé par l'organisation Édifices et Mémoires. Objectif de cette initiative, identifier et documenter les sites du patrimoine culturel national. En Tunisie, en fait, on a remarqué qu'il y avait énormément d'édifices démolis qui faisaient partie du patrimoine. En tout cas, qu'on jugeait, nous, associations et en tant que citoyens tunisiens et architectes, comme édifices faisant partie du patrimoine tunisien. L'idée est très simple, impliquer le citoyen dans l'identification du patrimoine et l'accompagner avec des spécialistes du patrimoine pour justement trouver ces éléments de langage pour justifier ce qui est patrimoine, ce qui n'est pas. Cette initiative va dans la volonté du gouvernement tunisien de sauvegarder son patrimoine architectural ancien, son savoir-faire ancestral et d'assurer le rayonnement de la Médina. Cependant, les initiateurs de cet observatoire du patrimoine vont encore plus loin. Ils souhaitent encadrer et sensibiliser les populations à la nécessité de protéger et de valoriser cette richesse nationale, même dans les endroits les plus reculés. En Tunisie aujourd'hui, quand on parle de patrimoine, justement, on lit le mot patrimoine à la Médina, à la mosquée de Kérouan, à l'amphithéâtre d'El Jem et les maisons à patio. C'est une bonne démarche, mais aussi il y a énormément de patrimoine qui est en dehors des médinas et des grandes adresses touristiques entre guillemets. Et donc là, on touche par exemple au patrimoine colonial, au patrimoine militaire, au patrimoine industriel, archéologique, enfin romain. Et il y a plein de sites comme ça et d'édifices qui sont complètement méconnus. Et l'idée, c'est justement d'attirer l'attention sur ces édifices-là. Si plusieurs sites prestigieux ont été rayés de la carte du pays au profit d'un développement économique nécessaire, les sites de Carthage, de Douga ou encore d'El Jem, inscrits au patrimoine mondial, connaissent une croissance touristique fulgurante. Alors la conservation du patrimoine culturel n'a de sens, hein. On le voit bien dans le reportage, que si elle s'inscrit sur long terme, est-ce que sa protection et sa sauvegarde doit impérativement passer par le collectif? Mais absolument, hein, Zahra, parce que le cas de la Tunisie, Emine Turki rappelle très bien qu'il y a le visible, le patrimoine architectural, immobilier, le plus classique, Carthage, Sousse, la Griba, Djerba, le Bardo à Tunis, etc. Mais quand on remonte dans le passé de la Tunisie, l'histoire arabe de la Tunisie, puis ottomane, puis coloniale, donc française, jusqu'à l'indépendance, il y a toute une série de sites comme ça qui ont été laissés à l'abandon, surtout dans l'arrière-pays. Et que donc, effectivement, le fait de recenser, d'essayer de retrouver ces sites-là, et puis de les remettre en état et puis de les revaloriser parce que la Tunisie est une terre de tourisme. Effectivement, c'est une démarche importante. L'UNESCO a fait du travail remarquable en reconnaissant comme patrimoine mondial un certain nombre de sites, le Bardo, Carthage, Sousse, Griba, la Médina, etc. Mais il faut aller plus loin que cela. Les défis sont encore nombreux aujourd'hui pour la Tunisie, Pape Kabo. Oui, je le crois. La Tunisie doit travailler encore pour parfaire son image. La Tunisie
tire un grand profit du tourisme. Et aujourd'hui, il y a un intérêt très particulier pour la Tunisie pour que justement elle arrive à revaloriser tous les sites existants et surtout ceux qui ont été plus ou moins laissés à l'abandon. Le fait de procéder à ce recensement-là pourra permettre par exemple à l'UNESCO de continuer de cibler certains sites et de les intégrer dans le classement comme patrimoine universel. Je pense que la Tunisie a effectivement à gagner et les touristes pourront, dans le moyen terme, pas seulement les touristes, mais même les chercheurs. Parce que certains sites sont liés à l'histoire de l'humanité. Donc il est intéressant de pouvoir poursuivre ce travail-là et de l'encourager. Marcel Effonds. Oui, absolument. Moi, je vois beaucoup plus le volet économique quand même du patrimoine culturel de la Tunisie. Et comme je l'ai toujours dit, chaque pays africain doit rechercher quelle est sa mine d'or. Le Nigeria a sa mine d'or et chaque pays a sa mine d'or. Et le volet culturel, et surtout ce patrimoine de la Tunisie, devrait être vu. Contrairement à ce que j'ai cru avoir entendu dans le reportage, que les patrimoines culturels sont détruits pour des raisons économiques, non. On devrait pouvoir alors effectivement surtout dans l'arrière-pays, parce que c'est revaloriser, pourquoi pas ce patrimoine, pourquoi pas renforcer l'économie du pays, parce que vous voyez, la Tunisie consomme à près de 48% par exemple des produits au plan intellectuel et services par exemple de l'Europe. Mais pourquoi pas, par exemple, les mêmes personnes qui viennent travailler chez vous, qui viennent exercer, pourquoi vous ne leur offrez pas, par exemple, votre plateau culturel qui constitue au même moment de l'économie? Donc je crois que ce travail qui est en train d'être fait doit être davantage revalorisé et le gouvernement doit revoir et voir comment mettre beaucoup plus d'argent et savoir que le pétrole de la Tunisie pouvait, pourquoi pas, se retrouver dans la revalorisation du patrimoine culturel. On a vu dans le sujet que ce sont des jeunes qui ont pris à bras le corps cette menace qui pèse sur le patrimoine culturel tunisien. Ça montre, on voit que l'initiative est véritablement saluée, mais ça montre quand même aussi une certaine défaillance de la part des autorités politiques de la Tunisie sur cette question, Alfred. Oui, naturellement. En fait, on a l'impression que, en ce qui concerne cette question du patrimoine, la Tunisie s'est arrêtée à l'époque de Bourguiba. Après Bourguiba, plus personne ne s'est intéressé à cette question-là. Mais ce que ça montre aussi, que les jeunes prennent cette initiative-là, c'est que beaucoup de jeunes Tunisiens, mais beaucoup de Tunisiens en général, ignorent l'histoire de la Tunisie. Beaucoup ne connaissent pas aussi, donc, de se réapproprier exactement de se réapproprier cette histoire-là. Jusqu'à il y a peu, beaucoup de Tunisiens se considéraient comme des Arabes. Tout récemment, il y a une étude généalogique qui a été faite. Ils ont remarqué que finalement, il n'y a qu'à peine 2% de Tunisiens qui sont arabes, parce qu'il y a la berbérité, il y a la négritude, et puis il y a tous ces mélanges qui se sont faits au cours des siècles en Tunisie. Donc c'est très intéressant que ce soit les jeunes qui prennent cette initiative, qui prennent conscience de l'importance justement de ce patrimoine-là, non seulement, comme Marcel vient de le dire, point de vue économique, mais point de vue culturel, et puis intellectuel. Et moral, justement, et puis autre aspect de la chose, c'est dire que, mais permettre aussi à tous les Africains, justement, d'accéder à ce patrimoine-là. Je crois que ça c'est une très bonne initiative, en tout cas, ça va dans le bon sens, quoi. Cabot. Oui, vous redonne la parole. Oui, voilà. Allez-y. Oui, et ça n'a fait que commencer. C'est d'ailleurs bien que l'initiative soit prise quand même par des jeunes, parce que ça devrait finir par des jeunes. Donc si c'est des jeunes qui prennent aujourd'hui l'initiative de revaloriser le patrimoine culturel, l'État ne tardera pas, pourquoi pas, mettre la main à la poche pour dire, mais si les jeunes ont pu effectivement identifier que le patrimoine culturel peut développer l'économie, pourquoi pas, de la Tunisie, il va falloir alors que l'État vienne, et l'État ne tarderait pas à venir. Moi, je crois c'est une très bonne initiative de cette jeunesse, et il y aura 1000 entreprises derrière, parce qu'il y a le tourisme qui va se développer, et ils vont créer beaucoup d'autres choses, et ça ne mettra pas du temps à démarrer. Je crois que c'est une très bonne initiative, à mon avis. Donc un facteur possible de développement. Oui, l'État viendra parce que tous les États ont la préoccupation de l'emploi des jeunes. Ici, ce sont des niches d'emploi qui vont
émerger, qui vont être mis à jour. Et à partir de ce moment-là, dans la mesure où l'État a cette préoccupation-là de pouvoir trouver des emplois aux jeunes, l'État s'y intéressera et pourra éventuellement lever des fonds. Je pense que, puisque c'est un domaine qui c'est une activité qui touche plusieurs domaines, le domaine de la recherche, le domaine de la culture, le domaine de l'économie. Donc je pense qu'il y a cette diversité-là de secteurs et de domaines d'activité qui sont touchés, qui pourront permettre la levée de fonds en vue de financer ces activités-là et de permettre de l'employabilité de beaucoup de jeunes. Pape Kabo, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous remercie pour votre invitation. Je rappelle donc que vous êtes analyste politique. Un grand merci également à Marcel Effon, coach motivateur, fondateur d'Impact Plus, un cabinet donc de coaching. Merci à vous d'avoir été. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Et un merci tout particulier à notre éditorialiste Alfred Chongo. Merci Zaraou, et puis j'ai été ravi de passer ce moment de l'ANR avec vous, et puis à mes très chères téléspectatrices une fois de plus. Merci de leur bienveillance. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.